dans un nouvel épisode de Conversation, un podcast de Bonus Track où artistes et personnalités racontent les coulisses de la création. Je suis Stéphanie Giraud, fondatrice de Bonus Track, une agence spécialisée dans le conseil musical. Parce que la musique est utilisée aujourd'hui partout, notre activité est au croisement de nombreuses disciplines, du cinéma à la publicité, en passant par les séries, les événements ou les jeux vidéo. Cette position nous offre l'opportunité d'entendre des anecdotes et des histoires uniques, mais aussi d'expliquer l'envers du décor, notamment le travail et les difficultés qui se cachent derrière le divertissement. C'est tout cela que nous avons eu envie de partager dans ce podcast, ponctué de musique glissée entre les mots. Après 10 ans d'une crise qui a bouleversé le secteur, l'industrie musicale renoue avec les bénéfices. Ceux qui ont traversé la tempête côtoient maintenant de nouveaux acteurs nés d'un marché transformé par les nouvelles technologies. Tous racontent, avec humour pour les uns ou émotion pour les autres, les hauts et les bas de leur métier. Jean-Philippe Riopi, lui, fait partie de ces artistes qui ont su trouver leur voie dans cette période difficile. En misant sur la musique à l'image, campagne publicitaire, trailer pour le cinéma, musique de film, il a pu se faire remarquer. Il fait partie de cette nouvelle génération d'artistes qui initie et contrôle quasiment seul ses projets et sa carrière. En février, il sortira son nouvel album au moment où la campagne Peugeot 508, dont il a signé la musique, sera sur tous les écrans. C'est en septembre à Paris, entre 2 allers-retours à Londres où il habite, qu'il nous a raconté son enfance, ses débuts difficiles et ses coups de chance. Bonjour Jean-Philippe, alors merci pour cette interview. Je suis d'autant plus contente de la faire que je pense qu'on est à ce moment très particulier de la carrière d'un artiste où le grand public ne te connaît pas encore, mais les professionnels, eux, ont déjà compris. Donc les projets affluent depuis plusieurs mois. On est, je pense, à ce moment où on regarde son agenda, un peu inquiet avec tout ce qui arrive, tous les projets dont on est arrivé depuis longtemps, et on se demande un petit peu comment on va faire. Est-ce que tu as l'impression d'être à ce moment-là ? J'ai toujours voulu être à ce moment-là dans ma vie, parce que c'est un rêve d'enfant quand même. Depuis que j'ai 4 ans, c'était mon rêve de faire de la musique et de pouvoir évidemment en vivre et de faire que ça. Mais quand ça arrive, souvent, on se rend plus vraiment compte parce qu'on est tellement dedans qu'en fait, on réussit pas, on avance et tout, et on fait ce qu'on peut. On va commencer peut-être par parler du cinéma. C'est-à-dire, en début d'année, sont sortis des trailers aux États-Unis et en Angleterre. On t'a demandé de composer la musique de ces bandes annonces qui servent à annoncer les films. Et en l'occurrence, ces films se sont retrouvés aux Oscars. Tu peux raconter ? Oui, en fait, c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler sur des bandes annonces, donc des movie trailers en Angleterre. Je fais de la musique qui est assez cinématique, qui est assez évocative. Et en gros, ces trailers, ils sont arrivés un petit peu comme ça. On a entendu un peu parler de bouche à oreille. Ça avait commencé vraiment le premier gros trailer, à la rigueur, le plus gros, c'était la Danish Girl, c'était vraiment chouette. Où il y avait un morceau que la boîte avait vraiment aimé, que vous avez entendu, pareil, un peu au hasard. Et puis après, ils m'ont demandé si je voulais à composer pour vraiment avoir les images et la musique qui va ensemble. C'est pas évident parce qu'il faut être vraiment très rapide pour que la musique puisse changer en même temps que l'image pour raconter une histoire qui au final raconte tout le film en 30 secondes pour que les gens ils aillent le voir. Et il y a eu 3 Billboards, il y a eu The Shape of Water. Là, ils ont utilisé tes musiques, ce n'est plus de la composition. Ouais, là ils ont utilisé... et franchement là-dessus j'ai eu pas mal aussi de ça, de synchronisation. Voilà, de synchronisation. C'est-à-dire quand on choisit des morceaux existants, pour les utiliser sur des images. Ouais, exactement, ouais. Et donc ça, c'est arrivé comment ? Ça, alors, comment est-ce que les gens entendent les morceaux ? Comment est-ce qu'on reçoit un boulot ? Moi, la première fois, c'était en 2012 où j'avais eu un concert. En fait, je faisais ce concert. À l'époque, j'avais un autre manager, donc c'était à Londres, un manager anglais, qui était très, très showbiz, mais qui connaissait rien en musique, mais il aimait ma musique, il me dit, viens, machin et tout. Et je me retrouvais à faire un concert en 2012 où j'ai joué un peu pour un peu la crème de Londres. Je me suis retrouvé avec Keira Knightley au premier rang. Et en gros, je joue mon set, et puis à la fin, j'ai des gens qui viennent me voir, machin, c'était pas mal, c'était joli, blablabla. Et la veille de ce concert-là, mon manager était parti faire la fête, et il se retrouve à 2h du mat, complètement pété, et il y a un mec qui raconte qu'il travaillait pour Warner
à Londres. Et il dit, viens au concert de Jean-Philippe demain. Il dit, ok, puis viens au concert. Il faisait partie de ce qu'on appelle de Warner Production. Donc la production, c'est du catalogue, c'est ce que toute l'industrie de la musique ne considère pas comme musique, c'est ce qui est vraiment pas cher et qui sert un petit peu à rien, mais ce qu'il met dans les pubs. Librairie musicale. C'est un peu librairie musicale, ouais, peut-être, ouais. Et en fait, là, ce mec, il vient, et le lendemain, il avait adoré mon concert, il me dit, mais waouh, il faut que tu viennes et rencontrer notre producteur. Moi, à l'époque, je veux dire, on était encore en train de démarrer, c'était dur, je dis, pourquoi pas. Et ça m'avait rapporté la première pub Armani en ligne. Et ça avait eu, j'ai plus 10 millions de vues sur Internet, quoi. Tout le monde pensait que j'avais gagné des centaines de milliers. J'avais franchement rien gagné parce que c'était en ligne, parce que machin. Par contre, ça m'avait donné une visibilité de ouf, quoi. Et moi, je me suis servi de ça pour créer donc d'autres musiques qui n'étaient pas librairie. Et là, du coup, à avoir des boulots un peu à droite, à gauche. Voilà, quoi. Ça, c'était vraiment le premier truc. Et le deuxième, après, c'était la Danish Girl, qui ça aussi, c'était un gros trailer là-dessus, lequel j'ai travaillé et dessus, et il y avait aussi la synchro, donc il y avait les deux. Ouais. Souvent, il y a un fossé entre la publicité et le cinéma, entre le monde de la publicité et le monde du cinéma. Et donc, ce parallèle-là, toi, tu n'as pas eu trop de mal à le faire. Ouais, c'est un peu deux mondes complètement différents, la pub et le cinéma, c'est clair. Mais en même temps, ma musique, elle est cinématique, elle est très émotionnelle. Donc, si on veut raconter une histoire, c'est bien d'avoir une émotion. Et beaucoup de morceaux, regarde, je sais pas, que ce soit du Mozart ou quasiment n'importe quoi, ça va faire 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Parfois, il y a des morceaux qui font 30 minutes. Moi, mes morceaux, ils sont très courts. Et ils sont pas très courts parce que je veux faire un format pop, mais ils sont très courts parce que pour moi, quand je crée un morceau, il y a un début, un milieu, une fin. Et en fait, ça correspond très bien aussi au format, donc un peu pub, et le format un peu aussi cinéma. C'est la mélodie, les changements qui apportent quelque chose. Si on fait un morceau d'un quart d'heure, c'est beaucoup plus dur, je pense, de le synchroniser que si on fait un morceau de 3 minutes où il y a un peu tout dedans. Et ce n'est donc pas une démarche pensée pour rentrer dans ces formats-là, pour plaire à l'industrie. C'est toi, une volonté d'écriture. Et jamais j'ai voulu compromettre ma musique. Pour le monde classique, encore plus en France qu'ailleurs, ils disent t'es pas pianiste parce que tu joues pas du Chopin ou du Beethoven, ce qui me fait assez rire. Moi, je pense que je suis pianiste dans le sens où je me mets devant un piano et je joue. Et en fait, je n'ai jamais voulu compromettre ma musique pour le faire pour vendre, jamais. Je fais de la musique, j'entends quelque chose dans ma tête, ou j'en rêve, ou je me mets au piano et ça vient tout seul et je le ressens. Du moment que je le ressens, je suis content. Et j'ai la chance que les choses que je ressente, apparemment d'autres gens les ressentent. On va quand même continuer dans le déroulé de cette année particulière parce que, donc après toutes ces publicités et ces trailers au cinéma, est arrivée cette opportunité de publicité pour Peugeot, qui au départ était un projet dans la lignée de tout ce que tu as fait jusqu'à présent. C'est-à-dire, on t'a demandé de composer la musique d'une nouvelle campagne qui s'est transformée petit à petit parce que tu as d'abord été en compétition, tu as gagné cette compétition et ça s'est transformé parce qu'on t'a demandé de jouer dans cette publicité, ce qui n'arrive jamais, ou quasiment jamais. Ouais, c'est vrai que ça c'était c'était un peu une première. J'ai un peu stressé au départ, je me suis demandé vraiment est-ce que je devrais le faire ou pas. Mais en fait, le projet avait l'air très intéressant. C'est assez rare qu'on puisse demander vraiment aussi à l'artiste d'apporter vraiment sa touche et que la publicité se prête un petit peu au jeu en fait de se mettre du côté de l'artiste. Même si au final, c'est pas forcément ça le résultat. Mais c'est quand même la démarche. Et cette démarche-là, je la trouve assez cool parce que c'est un projet qui est intéressant, d'essayer de créer un morceau qui puisse être joué donc pour une voiture, qui puisse être... Le concept est génial. On va expliquer que c'est une campagne qui vient tout juste de sortir en France, mais qui est aussi destinée à l'international, dans laquelle donc tu joues et où on entend ta musique. Donc c'est pour toi une exposition énorme, qui va être énorme et qui te fait donc à nouveau passer un cap. C'est une très belle opportunité et c'est vrai que c'est pas facile de répondre à ça. Je pense qu'il y a du timing, je pense qu'il y a
Je pense que quand on veut vraiment peut-être quelque chose aussi, ça se passe si on travaille dessus et qu'au final les opportunités elles se créent, mais on les crée aussi. Franchement, moi je pense vraiment que, ok, je fais peut-être quelque chose qui est beau et j'espère, parce que c'est vraiment ça pour moi, je veux faire vraiment de la belle musique. Mais après il y a beaucoup de chance. Je pense que vraiment une industrie, comme tout, il y a beaucoup de chance et là la chance ça se crée et on multiplie les opportunités. Il y a eu dans cette expérience le fait de résister quand même un peu à certaines demandes, ce qui n'est pas forcément évident quand on n'a pas une forte notoriété face à une agence ou à un client. Est-ce que tu as trouvé ça difficile? Est-ce que tu as trouvé ça relativement facile? C'est pas facile parce qu'il y a vraiment la demande donc publicitaire, il y a la demande du client, il y a l'agence, il y a vraiment tellement de personnes qui sont impliquées que déjà il y a une pression vis-à-vis de ça parce que la musique, surtout dans cette pub-là, elle est quand même très très importante. On avait un premier réalisateur qui a pété un plomb, qui est parti, avec lequel moi il y avait absolument aucune entente possible et c'était pas facile de faire passer le message parce que c'est reste très subjectif la musique, on est d'accord. Donc essayer d'avoir moi le côté création et le côté après de la boîte de pub qui a aussi évidemment sa vision de comment ils veulent les choses et comment ils pensent pouvoir vendre aussi leurs produits. Et ça, souvent, vendre le produit, c'est un peu ça, sur le coup, je pense, l'ennemi du musicien, parce que je fais pas quelque chose pour vendre, je fais quelque chose parce que c'est beau. Je pense que quelqu'un qui fait juste quelque chose pour vendre, sauf si c'est une boîte de pub, il va se planter. C'était aussi ta première expérience avec une agence française? Ouais, c'est ma première expérience avec une agence française, c'est rigolo. Moi, je suis parti vivre en Angleterre il y a quand même 15 ans maintenant. Je ne travaille qu'avec les Anglais et les Américains. Le côté positif, c'est que c'est beaucoup moins émotionnel dans la façon de gérer vraiment le business. Le côté négatif, je dirais, c'est que du coup, c'est beaucoup moins émotionnel. Donc, il y a peut-être plus d'hypocrisie aussi, il y a peut-être plus de choses qui est un peu moins faite. D'abord, il y a pas le côté français, où le côté français, je dis n'importe quoi, mais on peut dire, si t'es rien aujourd'hui, tu seras certainement rien demain. C'est un peu ça, c'est très français. Aux États-Unis, non. Aux États-Unis, c'est bon, t'es peut-être rien là, mais tu peux devenir quelqu'un, et encore plus quand tu fais un métier créatif, où ils savent, parce qu'ils le voient tous les jours, d'avoir quelqu'un qui a rien, et que demain, socialement, devient une méga star, quoi. Je vois un peu aussi le côté français que j'ai certainement et je me rends pas compte parce que moi je suis un peu un expatrié depuis longtemps, mais je comprends pourquoi parfois on peut me dire ah t'es français ou machin, parce que c'est vrai que là-dessus j'ouvre ma gueule parce que s'il y a un truc qui me plaît pas je vais le dire et je m'en fous un peu de notoriété pas notoriété parce que je le fais pas pour arriver quelque part machin. Si je prends un boulot c'est parce que je pense que c'est bien pour moi, que ça peut être bien aussi évidemment pour ma carrière, que c'est une opportunité qui peut être chouette, mais il y a aussi des opportunités qui peuvent être très bien financièrement et que je prends pas parce que j'ai jamais fait ça pour me dire tiens je vais faire du fric, je fais ça parce que j'aime ça, je veux avoir une belle vie, une belle carrière, faire ce que j'aime au final. Donc on peut résumer en disant que tu es satisfait de cette expérience, mais que tu vas quand même souhaiter faire une version pour ton album qui soit un tout petit peu différente. On reconnaît complètement la musique de la publicité, mais avec un arrangement différent. C'est vrai que cette pub, en fait, il y avait vraiment un côté... la mélodie, je l'avais dans la tête, elle avait dans la tête tout le temps. J'ai créé ce morceau piano, qui est juste piano, parce qu'il y avait une pureté, parce qu'il y avait quelque chose qui me touchait. Et ouais, ça, j'en suis assez content. Mais je suis content aussi de la pub, parce que c'est vrai que je pense qu'elle marche très bien. Maintenant, je pense aussi qu'on aurait toujours pu mieux faire, mais on peut toujours mieux faire. Au grand détriment de ma femme qui est là, mais tu peux pas être content. Je suis là, non. Alors, ça permet de se poser une autre question. Comment faire pour ne pas se laisser enfermer dans l'image du compositeur de musique à l'image, que ce soit pour la publicité ou pour le cinéma? Parce qu'en parallèle, toi, tu as un album. Non, des pubs, j'en fais très peu. J'en refuse pas mal et c'est pas me la péter, c'est juste que, comment dire, ma liberté, c'est super important. Et pour moi, la musique, je l'ai jamais faite pour les pubs. Je la fais pour moi.
et pour jouer. Parce que je joue, je fais des concerts. Ça a toujours été mon rêve depuis que je suis tout petit. Maintenant, quand on fait du piano qui n'est pas classique, qui n'est pas de jazz, il n'y a pas de porte. Il faut se démerder. Et moi, là-dessus, il a vraiment fallu que je me démerde. En France, c'était impossible. C'est pour ça que je suis parti d'ailleurs en Angleterre pour ma carrière. Mais je fais des concerts de piano. Et ça, c'est vraiment ce que j'aime faire. J'adore composer, bien sûr, mais mon but n'a jamais été « Oh, je veux composer pour une pub ». Je veux composer quelque chose qui est beau. Et si ça peut apporter quelque chose à un film, ou à un trailer, ou à une pub, où il y a un esprit, que je trouve qui est chouette et où je peux vraiment apporter quelque chose artistiquement, je le ferai. Ces décisions, tu les prends seul ? Oui, je les prends seul, ces décisions, ouais. Parce que j'ai toujours essayé de me mettre dans une position où je ne fais jamais ce qu'on me force à faire. Parce que je peux pas. Si on me force, c'est fini, quoi. Et ça, mon équipe, ils le savent. Donc, j'ai beaucoup de chance de pouvoir choisir aujourd'hui, parce que c'est pareil. Moi, je suis dans une situation aujourd'hui où j'ai de la chance de pouvoir gagner ma vie et de choisir les projets. Si on choisit pas, on devient un esclave. C'est comme ça que je le vois. Et je veux pas devenir un esclave surtout de la musique, quoi. Ça serait super triste. Tu t'es quand même entouré de grands professionnels. Notamment, tu as un manager en Angleterre qui est le manager de Algie et Wolf Alice, qui sont très connus. Il a eu envie de te manager aussi alors qu'il accepte très peu de projets. Il s'appelle donc Tav. C'est un très gros manager. Et je pense que le plus important avec Tav, c'est la confiance. Et je ne fais confiance à personne. Moi, j'ai eu une enfance merdique. Ça a été très dur. À 18 ans, je me suis retrouvé à la rue. Et là, c'est là où j'ai commencé entre guillemets ma carrière et essayer de me démerder. Et j'ai réalisé qu'on pouvait faire confiance à personne, quoi. Si t'es à la rue, personne va t'aider, hein. Et ça, c'était le point commun, je pense, avec Tav, où lui, il s'est fait avoir aussi. Il a eu des difficultés. Et il m'a dit, mais moi, je suis pas là pour l'argent, je suis là parce que je crois vraiment en toi. Ce que tu fais, je trouve que c'est vraiment beau et je vois qu'on peut emmener ça de façon globale. Et moi, j'étais là, tiens. Et il m'a raconté un peu sa vie, tu vois. Il avait ce côté humain. Et en plus de ça, lui, dans toute sa carrière, et il a quand même 50 ballets, il est là-dedans depuis plus de 30 ans, et il a managé, tu vois. Il a managé très, très peu d'artistes. Moi, je suis le 7e de toute sa carrière. Ça me plaît. Je ne sais pas comment tu définis ta musique, mais effectivement, tu n'as pas une formation classique, mais tu te rapproches du classique. Tu vas donc être managé par un manager qui vient du rock complètement. Comment tu fais pour passer d'un univers à l'autre comme ça, ou pour mélanger tous ces univers ? La musique, c'est de la musique. Aujourd'hui, on a mis la pop, genre voilà, tu fais 4 instruments, une guitare, une batterie, une voix, et ça y est, tu rentres dans un truc. Je suis désolé, on est au 21e siècle, faut être ouvert. À travers le piano, que j'arrive à donner une musique ou quelque chose qui peut toucher. Maintenant, je dirais, viens à un de mes concerts pour voir comment vraiment ça fait, parce que c'est pas facile d'écouter, mais les gens, ils savent plus écouter. On fout de la musique tellement partout, qu'au final, les gens ne savent même plus écouter de la musique. Comment est-ce que tu arrives à être touché par quelque chose ou plus que quelque chose d'autre ? En 2006, donc je me suis retrouvé à vendre des pianos à Reading. Parce que j'avais toujours pas une thune, et puis essayer parce qu'il faut survivre, hein, c'est pareil. Parce qu'on te dit, fais de la musique, mais faire de la musique, ça coûte super cher. Et mon piano, c'est pareil, c'était un cadeau. Je te l'avais dit, mais je me suis retrouvé en 2011 donc bouche à oreille, l'éditrice Vanity Fair. Oh, Jean-Philippe, j'adore ta musique. J'aimerais que tu viennes jouer pour moi à un événement. Alors écoute, ça serait au Arts Club. Donc le Arts Club, qui est un club pour membres super connu à Londres, machin. Ça serait pour la marque Coach et en l'honneur de Gwyneth Paltrow. Et j'étais là, oh là, c'est ouf et tout. Elle me dit, mais ça va être payé 1000 balles. 1000 pounds pour un morceau. J'étais, oh mon Dieu. Et moi, en 2011, je gagnais rien du tout. Je vivais dans une toute petite chambre, c'était la galère. Et j'y vais.
Et là, je me retrouve avec tout le gratin de monde. Donc Mario Testino, Gwyneth Paltrow, Zoé Saldana, je sais plus, enfin ça c'est que ceux que je peux reconnaître parce qu'après moi je connais pas grand chose à ces gens-là. Et je me retrouve à la table des nanas de marketing. Et là par contre, au milieu du repas, elle fait avec son verre ting ting, on a un invité qui va. Et alors là putain, le stress de ouf quoi. Je dis merde. Je me retrouve avec le piano tout au milieu de la pièce, d'accord. Donc c'était une grande pièce là-bas. Et donc je me lève, tous les regards rivés sur moi. Je suis là, merde. Et alors j'espère que ça s'est pas vu, mais je suis devenu tout rouge. Et je joue mon truc, et là je m'arrête. Et alors là, gros silence. Putain, déjà que moi, la confiance en moi, c'était pas génial. Je dis, ah, putain, j'ai foiré le concert, quoi. Et là, j'attends, tu vois, je suis là. Et je commence à me lever, et quand je commence à me lever, là, les gens applaudissent. Et je vois Chris Martin, le chanteur de Coldplay, qui me regarde, qui applaudit et qui me dit viens me voir. Je dis waouh, j'y vais doucement, tu vois. Et là, il commence à me dire oh mais comment tu faisais ça, c'était magnifique, c'était ouf, blablabla. Je dis waouh, merci. Je dis merci, voilà, je sais pas, j'essaie de faire au piano, tu sais, ça te rend humble parce que moi c'est vrai que Coldplay, quand j'avais 18 ans, que j'étais à la rue, Parachute, j'adorais cet album, quoi. Et en gros, plusieurs semaines plus tard, mon manager donc de l'époque, Nick, me dit ouais il veut t'acheter un piano. Je dis quoi? Le mec, il m'a acheté mon piano, donc je me suis retrouvé avec un piano offert par le chanteur de Coldplay. J'étais waouh. Et en plus de ça, à l'époque, j'avais pas de place pour le mettre parce que j'habitais dans une petite chambre. Donc après ça, il m'a invité à ses concerts et tout. Il a été absolument incroyable. Et il me demande comment va le piano. Je dis ouais, ça va super, alors que j'avais pas la place, quoi. Et 2 ans plus tard, je trouve cet endroit de malade où j'ai pu mettre son piano, le piano qu'il m'a offert. Et en gros, j'ai même enregistré mon album dessus parce que les studios, c'était pas assez émotionnel pour moi, ça marchait pas. Ton parcours et tout ce qui s'est passé, la façon dont ça s'est passé, s'explique aussi quand même beaucoup par ton enfance. Est-ce qu'on peut en parler ou c'est difficile ? Mon enfance, en gros, c'est pas que c'est difficile, c'est vrai que j'ai grandi sans père, c'était un peu la merde. On s'est retrouvés dans un espèce d'environnement très très malsain, très contrôlé. C'était super dur. Le jour de mes 18 ans, je suis parti. Et j'avoue que j'ai peut-être encore du traumatisme parce qu'aujourd'hui, je me souviens même plus de mon enfance, en fait, ce qui est assez rigolo. J'ai quelques petits trucs par là, mais voilà, je me suis retrouvé, je me suis fait taper dessus, je me suis machin, enfin bref. Et je pense que je suis pas le seul. Beaucoup de gens, quand même, de plus en plus, j'ai l'impression, des enfances qui sont difficiles. Moi, ce qui fait la différence, et ce que je souhaite à tout le monde, c'est que faut pas se poser en tant que victime. Faut se dire, tu sais quoi, j'ai quand même 2 bras, 2 jambes, je suis pas trop con, je vais essayer de me battre. Et là où j'ai eu énormément de chance, c'est vrai, c'est la musique, parce que j'avais quand même accès à un piano. Quand je faisais du piano, je me sentais tellement bien. C'était incroyable pour moi. Je me suis battu pour la musique, et c'est là où j'ai pu trouver vraiment une paix intérieure. La musique m'a vraiment... c'est marrant parce que la musique, je dirais, m'a sauvé la première partie de ma vie, puis la deuxième, c'est le silence. Parce que dans le silence, en fait, j'ai l'impression que je peux aussi composer et trouver encore plus la source de la musique. Et je pense, tu sais quoi ? Je pense que tout le monde, je pense que vraiment les enfants devraient jouer un instrument de musique. Je pense que c'est très important. Et donc tu as appris tout seul ? J'ai appris tout seul. Et j'ai appris en écoutant. J'ai appris avec 2 choses, je pense. En écoutant et aussi en voulant développer une technique. Parce que quand j'avais mes petits morceaux et tout, tu sais, les classiques, on se fout de ta gueule parce que t'es pas classique, parce que tu joues pas du machin. Et moi, j'étais là, mais pourquoi j'irais jouer du Chopin ? T'as 36 millions de personnes qui jouent du Chopin, c'est très beau, c'est magnifique, pour être franc. Mais je voulais pouvoir faire qu'un avec le piano. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'ailleurs trop même des pianistes contemporains qui utilisent 2 notes du piano, tu vois ce que je veux dire ? T'as tout le clavier, et avec le clavier, tu peux faire quelque chose. Et ça, tu voulais ça ? Tu as eu envie de mettre en place cette technique si jeune ? Ah ouais, tout petit pour moi. Ah ouais, tout petit, je me baladais sur le piano parce que j'avais compris que déjà, j'avais compris comment ça marche. Après, tu sais, à l'école, quand t'es à l'école primaire, au collège, on fait tous des cours de musique en France. Et j'étais là, mais moi j'aime ça, mais au final, le solfège, ça me faisait chier, tu vois. Et j'ai fait un cursus à Oxford Brookes University pour apprendre la musique contemporaine. Donc du coup, j'ai passé un diplôme de musique où
ça m'a fait chier, j'ai trouvé ça, je dirais que franchement j'ai rien appris. Moi j'étais plus sur le piano et trouver ça avec ça, et en fait à vraiment écouter les sons, et une fois que j'avais une petite mélodie, comment je peux la développer, comment je peux essayer c'est créer, c'est ça, j'imagine, créer. Et sans avoir de choses extérieures. C'est pour ça que j'ai jamais été inspiré quand on dit non, j'ai jamais été inspiré par machin. L'inspiration, elle venait pour moi de ma vie de merde. C'est ça que j'ai compris aujourd'hui, c'est que quand c'est super dur, il faut essayer de trouver un endroit où tu te sens bien. Et moi, quand je me mettais dans ma musique, du coup, et c'est là que j'ai compris plus tard, beaucoup plus tard, même il y a pas si longtemps, c'est que quand tu touches une note ou machin, c'est un son, et ce son, il t'appelle, du coup, tu te concentres sur ça. Et quand tu es concentré, tu oublies le reste. Tu nous expliques justement ton livre, c'est ça? C'est un livre que tu prépares? Eh ben en fait, ce livre, il est sur, en gros, ma musique et un peu mes expériences sur ce que je suis en train de découvrir, qui peut aider ou pas. En gros, mon expérience vis-à-vis du cerveau et de la musique, en fait. Ça devrait intéresser beaucoup de gens. D'où vient la source de l'inspiration? Est-ce qu'il y a un moment où on va plus composer qu'un autre? Est-ce que ça se voit aussi dans ton cerveau? Donc j'ai carrément acheté un encéphalographe, un casque, pour mesurer un peu tes ondes cérébrales, pour voir ce qui se passe. Et du coup, je me suis mis à faire des expérimentations, on va dire, et voir à quel niveau ça va m'aider aussi à pouvoir composer, et au final me sentir mieux surtout. Et ce livre, tu es en train de l'écrire? Ah oui, je suis complètement en train de l'écrire, ouais. Après, ça peut prendre 10 ans à sortir, je sais pas, mais je crois que je dois avoir 100 gigabits de dossiers, parce que pour moi, c'est fascinant de voir quelle est la prochaine étape, comment est-ce que je veux composer de la meilleure musique. Et s'il y avait un moyen de se sentir bien c'est vrai, non, au final, on veut tous se sentir bien. Tu sais, les meilleurs moments que je passe, c'est quand je suis en train de composer ou de jouer mon piano. Voilà. Merci beaucoup pour tout ce temps. Merci beaucoup. Ce podcast a été réalisé par Bonus Track et mixé par Capitaine Plouf. Si vous avez des remarques ou des suggestions, nos coordonnées sont sur le site conversation.bonus-track.com. Sachez que notre activité consiste à trouver les meilleures musiques pour vos projets et à mettre en relation musiciens et créateurs de tous les domaines. Nous représentons des artistes français et internationaux de toute notoriété. Et nous proposons également des contenus inédits, audio ou vidéo, que nous réalisons et produisons nous-mêmes. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus. Enfin, la liste de tous les titres entendus dans le podcast est également sur le site conversation.bonus-track.com. Someday to pick up the pieces, baby.